Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le Permacodeur. On va parler du pouvoir de la similarité. Un article donc Medium de Thomas Pierrin, aussi connu sous le handle Use Case Driven. Enfin du moins je l'ai vu comme ça sur Twitter. Et j'aime bien. Alors déjà production de contenu en français, n'hésitez pas, les francophones, etc. Faites-en et n'hésitez pas à m'en pousser. Limite, je les priorise un petit peu plus parce que mon stream est francophone, donc c'est quand même mieux que quand je passe pas mon temps à faire de la lecture en anglais et à traduire dans ma tête histoire de retrouver mes petits. Et c'est bien. Il faut alimenter de toute façon ça et c'est bien d'avoir différentes productions de contenu en français. Ceci étant dit, le pouvoir de la similarité. Et j'avoue que déjà plus simple pour le titre parce que ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est pas du putaclic du tout. Et c'est une excellente chose. On a besoin d'apprendre à faire un peu plus de marketing. Donc, de tous les principes phares qui m'ont été utiles en tant qu'ingénieur logiciel, le pouvoir de la similarité est sans doute l'un des plus rentables, et c'est pourtant l'un des moins exploités. Et avant de rentrer dans le détail, puisque bon, je l'ai quand même lu, je suis assez d'accord. Hein. Grosso modo, l'article, je vais surtout apporter des nuances, mais je suis assez d'accord, et c'est assez intéressant, je trouve, que dans une période très, avec les IA, où on parle beaucoup justement des IA qui sont capables de retrouver des patterns, ce genre de choses, je me dis qu'effectivement, oui, le fait de retrouver des choses qui sont similaires, et j'irais même jusqu'à dire familières, ça c'est quelque chose qui a de la valeur, ouais, notamment. Et j'hésite pas en fait quand je dev à retomber sur des choses que je connais, parce que voilà, comme on disait, les algorithmes, etc., c'est comme un éventail de couleurs. Si on est habitué à peindre qu'en noir et blanc, bon, ok, le truc c'est que quand on tombe sur du jaune, c'est un peu compliqué. Alors que quand on est capable de peindre dans le fait d'être plus ou moins clair, plus ou moins obscur, après, quelle que soit la couleur, on est capable de s'adapter, jaune clair, jaune foncé, bleu clair, bleu foncé. C'est un peu ce genre d'intuition que moi j'essaie de développer. Alors, magnifique robinet à l'ancienne. Ce matin, on a dû remplacer l'alimentation en eau de la baignoire chez mes parents. Et ça arrive. Cette baignoire comptait initialement un mélangeur classique et ses deux robinets à soupape pour alimenter respectivement en eau chaude et en eau froide. Un des deux robinets était un peu fatigué et nous avons pu remplacer l'ensemble par un mitigeur thermostatique. Le mitigeur thermostatique qui est l'une des plus grandes innovations de tous les temps, après le fait que les toilettes ne dépendent pas de l'électricité. Bon, ceci étant dit, donc le fait que de nombreuses normes régissent l'anthrax entre l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, toujours 15 cm pour une baignoire, le diamètre des tuyaux et tout un tas de détails sur la plomberie, est ce qui nous permet de ne pas avoir acheté ou faire assembler spécifiquement tel ou tel élément de robinetterie sur mesure. Et ça, c'est parfaitement vrai. Moi, je sais que j'ai appris à bricoler sur le tard, et c'est vrai que le fait de débarquer, de dire j'achète un truc, je visse, ça marche, ne pas se poser la question du pas de vis, du format de vis, du sens de la vis, spécial dédicace, si vous l'avez. Ouais, non, effectivement, c'est extraordinaire. Et on va voir qu'effectivement, au niveau du software, ça serait pas mal. Ça donne également un grand choix dans les pièces détachées, dans notre capacité à trouver des pièces facilement et à bas coût. Notez-le à bas coût, qu'effectivement, la différenciation se fait ailleurs. Gardez cette idée-là en tête parce que ça va être important pour la suite. Cette petite opération de plomberie m'a rappelé à quel point la standardisation et donc la similarité, donc le mot important va être standardisation. Similarité, c'était pour nous amener là. Quoique, est un levier énorme dans le monde du logiciel, une illustration que je nomme souvent le pouvoir de la similarité, the power of sameness. Alors, toutes ces dernières années, j'ai croisé pas mal de devs qui ne jurent que par l'event-driven architecture. Je vais pas être négatif sur l'event-driven architecture, c'est une excellente idée. Donc, vous savez que ce que je pense des excellentes idées, et des détails d'implémentation, et de l'enfer, et des pavés de bonnes intentions. Et des brokers de messages, donc oui, bien sûr, souvent du RabbitMQ, pour eux, c'est synonyme de modernité dans leur code où tout doit être événement, mais aussi de découplage, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire à déconstruire sur ce dernier point, je suis bien d'accord. Je voudrais aujourd'hui m'apesantir sur une des conséquences liées à cette opinion, l'absence d'exposition et de culture d'API web en général dans ces équipes. Alors ça, effectivement, je l'ai vu avec l'event-driven architecture, d'autant que ça vient pas qu'avec ça vient avec d'autres sujets comme le CQRS, comme en fait un ordre de complexité supérieur, parce que tout ce qui était avec un contrat, parce que en gros c'est ça qu'on dit, maintenant c'est un peu diffus, il va y avoir des messages, ces messages vont avoir une tronche et après il faut s'adapter à ces messages. On a les brokers de messages intermédiaires qui vont faire tout un tas de choses et souvent qui sont un peu obscurs quand c'est pas propriétaire sur certains aspects, et donc une explosion en fait de la complexité. J'ai pas envie de trop dauber sur le sujet, mais là où grosso modo vous aviez avant un client, un contrat d'API, l'accès à une partie serveur. Ce schéma-là, en fait, il est relativement connu, il est relativement machin, il a ses avantages et ses inconvénients, mais voilà. Le truc avec l'event sourcing, c'est qu'on se retrouve avec une indirection de zinzin, en fait, puisque ce contrat d'API n'existe plus. Là, on va avoir un BFF.
Ce BFF-là, il va devoir causer avec un truc qui va envoyer donc des messages et qui va les générer. Voilà, à savoir après comment ils vont être gérés ces machins-là. Ces messages après, ils doivent être balancés dans une queue. Et là, je vous fais la version simple parce que des fois il y a plusieurs queues, il y a plusieurs machins, etc. Donc vous avez tout un niveau d'indirection, etc. Et ensuite votre machin, il va causer non plus avec un serveur, mais avec un service parce que why not, parce que comment on appelle ça, microservice. On m'a dit que c'était bien sur LinkedIn ou j'ai vu ça dans le 01 informatique, etc. Et donc on se retrouve avec ça. Et voilà. Et puis après on se demande à un moment donné comment ça se fait qu'on met 50 ans pour répondre à une requête. Parce que les services vont eux-mêmes renvoyer des messages, qui vont renvoyer eux-mêmes dans la queue, qui vont remettre quand ils veulent, parce qu'ils causent pas entre eux, vous voyez, parce que voilà. Donc vous aviez un truc qui était relativement straightforward au début et facile à reproduire en local, facile à débugger, avec des chaînes qui sont certes asynchrones, mais des chaînes qui sont clairement établies, avec, j'ai pas envie de dire le bordel, mais le chaos. L'anarchie en tout cas. Et ni Dieu ni maître, hein, le principe de l'anarchie. Le truc c'est que vas-y pour gérer ça quoi. L'observabilité, mais oui, l'observabilité, aïe là-dedans. Mais ne serait-ce que de débugger, hein. Il y a une erreur à un moment donné, il y a un message qui va dire ça va pas. Pour refaire toute la chaîne, etc., là on rentre dans les sujets de corrélation, de machin, de transaction ID, etc. Qu'avant c'était un simple curl. Alors bien évidemment, cette approche-là, elle a ses limites, hein, et cette approche-là, elle a ses avantages. Je ne crache pas sur l'une par rapport à l'autre. Je dis par contre qu'il faut bien choisir. Vous faites une appli web en CRUD, etc., qui concerne, une centaine de personnes grand max, qui font une centaine de requêtes par jour. Je pense que ça vous emmène très très loin, hein, avant de commencer à passer là-dessus, quoi. Donc, vaut mieux gérer sur d'autres sujets. Donc oui. Donc pendant longtemps, moi aussi, j'ai boudé les API web, obsédé par les performances et les spécificités des systèmes de messaging low latency utilisés dans la finance de marché dont j'étais devenu expert au fil des années. Je trouvais ces API et standards web un peu trop rudimentaires et pas très performants. C'est vrai, hein, en termes de réputation, l'aspect de rudimentaire me fera toujours sourire parce que c'est un des griefs que j'ai avec le mot moderne notamment. Hein, je vais redire ce que j'avais dit pendant les métalois. C'est pas parce que c'est moderne que c'est meilleur. Ça tient compte du passé, certes, mais c'est pas objectivement meilleur. C'est contemporain, voilà. Et des fois c'est mieux, mais c'est pas obligé. Et pas très performante. Avec le temps, j'ai découvert leur valeur métaphore, l'effet de levier de massif lié à leur similarité. Et il y a plein d'autres effets qui tirent avec là-dessus. Donc, derrière similarité, il veut dire standardisation. Et il y a plein d'effets sympas par rapport à ça. Donc, un immense effet de levier qu'apportent les API web de la similarité dans leur consommation et donc un immense effet de levier que ce soit pour leur découverte avec. Donc on parlerait d'OpenAPI, on parle plus de Swagger, mais soit, effectivement. Leur capacité à intégrer l'ensemble des logiciels écrits dans tous les langages, donc une abstraction, ça je vais revenir dessus, parce qu'effectivement, et c'est un sujet, notamment quand on compare avec le messaging. Leur facilité d'utilisation, quand on standardise le bon usage des verbes HTTP, le format des erreurs, les modes d'authentification, le mode de pagination. Si on fait cet effort vers un peu plus de standardisation, alors n'importe quel outil, personne système peut les consommer immédiatement, facilement et sans friction. Autre dev, SRE, support, IA génératif, partenaire externe. Oui. 300 millions de fois, oui. Il y a ces 4 lettres là, HTTP, qu'on a tendance à zapper très très facilement. Je pense, sans trop m'avancer, que HTTP, c'est la plus grande création de l'humanité. Par sa simplicité apparente, parce que c'est extrêmement complexe. Je passe volontairement sur les HTTP2, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie HTTP. Vraiment le Hypertext Transfer Protocol. C'est du pur génie. Et ça n'aurait jamais pu être créé autrement qu'en laboratoire, par des geeks, des nerds, etc. Si ça avait été fait par un truc commercial, etc., le web serait totalement propriétaire. Et le simple fait que HTTP existe dans sa spécification plus ou moins actuelle, à la version près, c'est du pur génie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est dans HTTP. On a tout. On a les entêtes de... Comment ça s'appelle ? Les entêtes de requêtes, les entêtes de réponses. Donc, un format extrêmement simple, clé-valeur, des entêtes qui sont standards et qui vont décrire une tétrachée de choses, que ce soit les tokens d'authentification, que ce soit la partie caching justement, que ce soit en fait ce que vous voulez, puisqu'en plus on peut l'étendre comme on veut. C'est bluffant en fait. Plus on creuse cette radicale simplicité, cette radicale efficacité, et on en revient à ça hein, dans la similarité, dans cette standardisation, plus c'est génial. Les codes de retour standardisés, c'est génial. On rigole avec le 418 ou les trucs comme ça. Le simple fait de se dire, on a les 2XX, les 3XX, les 4XX, les 5XX, j'oublie un XX à chaque fois. Mais c'est
absolument génial. C'est un protocole de transfert qui est absolument génial. On lui fait faire ce qu'on veut. On peut lui faire du gRPC, on peut lui faire transporter du JSON, on peut lui faire transporter de l'HTML, on peut lui faire transporter tout ce qu'on veut, des fichiers, on peut lui faire du multipart, je pourrais m'étendre longuement sur HTTP. C'est absolument génial. Le fait de dire on va faire autre chose que ça, en l'occurrence les messaging le font pas forcément comme ça, mais d'avoir la prétention de dire on peut peut-être faire plus contemporain, moins rudimentaire, faut le faire, parce que moi je trouve ça pas du tout rudimentaire en fait. Par contre, il y a eu un effort de standardisation absolument dingue sur HTTP, ouais. Ce qui explique d'ailleurs plein de reproches qui ont été faits à HTTP et la création d'autres protocoles de transfert, c'est pas très grave que ça prenne du temps, parce que le temps de l'HTTP et de la standardisation, c'est un temps extrêmement long. Et ça, on l'oublie souvent. Je fais faire juste un aparté, histoire d'être désagréable. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé là sur mon projet, sur l'harmonisation entre les modules ASM et les CommonJS côté Node quand on utilise Vite, avec une base de code qui était avant en JavaScript et qui est passée en TypeScript derrière. Vous avez déjà configuré des tsconfig avec les modules resolution, modules target, etc. C'est une purge. Quand vous devez faire ça sur un monorepo où il y a des dizaines de paquets différents, c'est une purge. Quand vous devez utiliser des librairies qui sont tantôt avec des modules, tantôt avec du CommonJS, tantôt avec des imports qui sont statiques, tantôt des imports qui sont dynamiques, et tantôt qui vont importer un fichier .js, tantôt un fichier .mjs, tantôt un fichier en .ts, c'est une purge. Au moment, c'est vraiment pas évident. Et gros syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai constamment la doc de TypeScript à côté pour aller vérifier et regarder ça. C'est une purge. Ça n'est pas standard. Et j'avais vu passer et c'est pas contre Ryan Fleury, mais j'avais vu passer un de ses tweets qui disait, oui, en fait, il n'y a pas d'écosystème. On n'est pas chez Ruby, parce que, oui, ça parlait de Ruby. On n'est pas chez Ruby ou chez Rust où il y a, grosso modo, tout le monde s'aligne, en fait, d'une certaine manière. Et la communauté travaille ensemble, grosso modo, sur le fait de s'aligner sur l'évolution du standard. Alors que JavaScript, non. JavaScript, c'est le Far West. Donc, il y a 5 manières différentes. Et il y a 10 outils avec ces 5 manières différentes. Et il faut gérer à chaque fois l'évolution de ça. Parce que, tu sais, l'ancien outil, il est tout pourri. Ou alors, tu sais, maintenant, on fait tout en TypeScript. Tu sais, maintenant, il y a les ESM modules. Enfin, c'est une purge, parce que jamais c'est réfléchi pour être backward compatible, pour gérer correctement les évolutions, etc. Là où il y a quand même des îlots, on prend Angular, j'en avais dit du bien, Angular, vous voulez monter de version, vous pouvez monter de version avant de migrer votre code, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place, etc. C'est wunderschön, il n'y a pas de souci. Mais oui, bien sûr. L'idée derrière, en fait, derrière la standardisation, c'est de se dire, est-ce que c'est notre valeur ajoutée? C'est ça, et je veux vous amener là-dessus. Est-ce que c'est notre valeur ajoutée de refaire HTTP dans ce qu'on vend, le produit? Pense pas. Il y en a peut-être qui ont pour ambition d'avoir un protocole spécialisé. On parlait de RabbitMQ, etc. Donc oui, ça peut être intéressant quand on a une quantité phénoménale de messages, etc., de gérer ça. Ok. Mais bon, le reste du temps, voilà, c'est pas non plus dans notre cœur de métier de vos applications, des miennes, etc., de changer la manière de faire du caching. Il y a déjà tout ce qu'il faut dans HTTP pour arriver à reproduire les entêtes de cache d'HTTP, la manière dont ça fonctionne, les e-tags, les very, les machins, c'est chaud quand même, hein. Donc il faut le faire. Et quand on se rend pas compte de la quantité phénoménale de travail qu'il y a derrière la standardisation. Alors il prend un exemple, que je connais moins, mais c'est une bonne idée. À propos de pagination, par exemple, le fait de généraliser le mode token-based et donc opaque vis-à-vis des consommateurs va nous rendre tous les usages de consommation similaires, quelle que soit l'implémentation sous-jacente côté serveur. Que ce soit le bon élève cursor-based ou l'historique trop dispendieux offset-based. Oui. Cette similarité dans les usages permises par les token-based va nous permettre de réduire le couplage entre client et serveur, de refactorer quand on souhaite le back sans impacter le front, mais surtout de simplifier le travail pour tous nos consommateurs d'API web. Une autre illustration du pouvoir de la similarité. Ici dans les usages. Oui, c'est vrai que c'est moins sur la partie usage que la partie paradigme en fait. Mais oui, on n'est pas avec la même puissance que l'HTTP dont je parlais, mais assez intéressant. Mais oui, non, mais je suis assez d'accord. Je veux dire, même si je suis plutôt pour pousser des usages qui sont full stack, et donc cette partie de découplage entre le front et le back, ça reste pour moi un truc qui est à débattre et pas forcément à obliger. Mais en tout cas, avoir une stratégie quand on n'est pas full stack, parce que voilà, c'est quand même
le cas de la plupart des applications. C'est pas déconnant effectivement de pas avoir à réinventer la roue. Après, c'est peut-être assez spécifique, mais bon, pourquoi pas. C'est assez spécifiquement, mais et puis le truc, c'est que c'est pas standardisé en fait cette approche-là. C'est plus une convention. Voilà, je cherchais le terme. Et ça, faut faire gaffe avec les conventions, parce que les conventions ne sont pas les standards. On l'a vu au niveau, c'est ce dont je parlais au niveau de JavaScript. On a eu beaucoup de conventions en JavaScript et on en crève du fait d'avoir des conventions, parce que en fait, chacun choisit sa convention. Regardez juste les configurations de SLint, vous verrez que les conventions, il y en a une par boîte, quoi. Il y en a une par projet. Braco, trop vague au niveau selon moi, mais le sujet intéressant, pertinent, je suis plutôt d'accord. Oui, la raison pour laquelle j'ai pris cet article-là, au-delà du fait qu'il était francophone et que, voilà, je me suis dit, je vais mettre en avant un article francophone, c'était que je voulais exploiter le fait qu'il soit trop haut niveau. Mais je le trouve pas trop vague. Mais en tout cas, moi, ça me permet de justement d'être plus précis, de donner des exemples plus précis sur les différents aspects. Mais oui, je suis assez d'accord. Et là, le prochain, ça va être là aussi un cas assez concret. Un chemin que tout le monde sait retrouver facilement. Même logique côté observabilité. Des endpoints /health ready ou /mock tests partagés standardisés au niveau de leur format de payload retour permettent une supervision automatisable et homogène, moins de config custom, plus d'automatisation et moins d'erreurs humaines. Et ben ça, là, clairement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que /health. Alors, sans même parler de ready ou de smoke, rien que /health, moi, je croise de tout, hein. /health, /health check, /ping, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et puis des fois, il faut se débrouiller avec Matrix. En fait, c'est pas standard. Là aussi, c'est des conventions. On a un relatif standard avec Kubernetes, puisque Kubernetes attend des readiness qui ont une certaine tronche et des liveness qui ont une certaine tronche. Donc, on a déjà quelque chose qui est assez opinionated, quoi, côté Kube. Le truc, c'est que, Kube, ok, il y en a beaucoup qui se paluchent dessus, mais il n'y en a pas partout, quoi. Je suis désolé, c'est pas standardisé de savoir ce que c'est qu'un health check. Il y a des conventions, il y a des idées. Par exemple, et ça, on l'a tous eu, hein, un health check qui renvoie 200 quand le service il est up. Jusqu'ici, on est d'accord. Hein. On va dire, c'est une API, HTTP, on fait un curl dessus, elle nous renvoie 200 quand elle est prête. Ok, c'est quoi une API c'est quoi un service qui est prêt? Eh ben ça, c'est pas simple, parce qu'il y a des services qui sont prêts, mais qui ne se sont pas encore connectés à la base de données. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir des requêtes? Certains, oui, mais ils sont pas forcément prêts à répondre. Ils vont peut-être pull les requêtes. Des fois, il y a certains services qui sont prêts uniquement quand un autre est prêt. Donc, ça veut dire que quand on fait un /health, il faudrait que l'autre service, systématiquement, il aille requêter son sous-service pour lui demander si lui aussi il est prêt. En vrai, hein, ça, c'est un détail d'implémentation et un diable d'implémentation qui, plus d'une fois, a donné des gros casse-têtes. Hein. Ça veut dire quoi? C'est prêt, c'est vivant. Eh ben c'est pas simple. Et le truc c'est que notamment en termes d'observabilité, là aussi un Good Art s'applique. C'est-à-dire que c'est très facile en fait d'arriver à un truc où on se dit ah ouais, mais en vrai. Non, parce que tu vois, il y a du cache, donc en fait, on va dire que ça renvoie 200 très rapidement, comme ça, au moins, on sait que ça marche, parce que des fois, quand c'est à 200, quand c'est pas à 200, on n'ouvre pas la route en termes de load balancer, etc., en termes de gateway et tout, donc ça peut être très cher. Ça peut coûter très cher. D'où la différence health ready, mais ouais, ça manque dans l'industrie, on devrait plus l'exploiter. Alors, je me rappelle, peut-être que quelqu'un s'en rappellera ou que quelqu'un me le rappellera. Je crois que j'avais vu passer, mais c'était il y a quelques années de ça, une espèce de tentative là aussi de volonté de standardiser cette partie health. Mais il n'y a pas, hein. Je veux dire, on peut faire un get, etc. Et puis d'ailleurs, on fait un get sur /health ou on fait un post. Est-ce qu'on a affaire à une ressource idempotente? Ben ouais. Et c'est pareil avec Ready. Hein. On sait ce qu'on veut dans les grandes lignes, mais après, dans le détail, c'est chaud patate. Hein. C'est chaud patate. Mais moi, je me rappelle de requête health, parce que forcément, un cube, il va aller taper dans le truc, etc. C'était pas évident. Même à l'époque, je vous prends un exemple très concret. Keycloak, alors c'est moins le cas maintenant avec Quarkus, mais à l'époque où Keycloak mettait 40 ans à se lancer avec son Java et toute sa sauce, etc. Et ben le truc, il était prêt avant qu'en interne, il était vraiment prêt à recevoir des requêtes. Ou alors la console était prête et pas la partie requête API. Enfin, c'était infernal. À tel point que on mettait soit des sidecars, soit on faisait des scripts shell pour dire ouais, mais en fait on fait un sleep pendant 30 secondes et puis après c'est ready. Enfin, donc non, ça c'est un vrai sujet. Et ça va être un peu ma critique entre guillemets. C'est l'enfer est dans les détails. C'est bien la standardisation, mais
Mais je vais avoir quelque chose à dire de fondamental là-dessus en tant que métacritique derrière, méta mentionné, donc vous verrez. Côté support, c'est la même. Des endpoints support étoiles bien documentés par chaque équipe de dev permettent aux équipes transverses de trouver rapidement ces endpoints, d'agir sans dépendre d'un expert ou d'un dev du périmètre. Je crois que j'ai jamais rencontré ça sur un projet de prod, qui est une très mauvaise chose, je pense, dans l'absolu. Vous voyez, c'est comme l'endpoint, il dit mentionner Swagger au début. Pour la partie HTTP, API, etc., je connais pas ce truc non plus. Bon, voilà. Si jamais quelqu'un entend parler, je prends. Mais ça peut être intéressant. Peut-être que c'est quelque chose à discuter. Mais ne serait-ce que la partie OpenAPI. Est-ce que c'est derrière un / OpenAPI, un / Swagger, un / OpenAPI Swagger? Comment on gère la backward compatibility avec les outils qui attendaient du Swagger avant et qui font de l'OpenAPI maintenant? C'est une convention. L'OpenAPI, c'est une convention. C'est pas un standard. On dit que c'est un standard parce que tout le monde le fait, mais on peut se poser la question, hein, qu'est-ce qu'un standard? J'ai presque envie d'argumenter là-dessus. Vous connaissez mon attachement au vocabulaire légal. C'est quoi un standard? Vous avez 3 heures. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être extrêmement intéressant d'avoir ça de je ne sais pas. Là encore, gros effet de levier en termes d'efficacité pour une organisation si tout le monde joue le jeu, utilise les mêmes noms de endpoints pour ça. Raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté chez nous pour que chaque équipe développe ses propres endpoints de support. Bon, admettons. Oui, on a tous intérêt à ce que l'écosystème au sens large fonctionne pareil. Ouais, sauf que qui c'est qui décide? Oui, tu vas voir, je vais pas essayer d'être trop méchant, mais par contre, je vais largement élargir le champ d'application. On va passer sur l'IA parce que à la fois ça m'intéresse et ça m'intéresse pas, mais en même temps c'est symptomatique. Avec l'avènement de l'IA générative, on se pose plein de nouvelles questions, mais c'est aussi l'occasion pour notre industrie de questionner sur la standardisation, qui est une illustration du pouvoir de la similarité. C'est ce qui se passe actuellement avec le standard open source Model Context Protocol, poussé en 2024 par Anthropic. J'ai entendu pleinement, si oui, par où, par qui. Alors j'ai pas fait beaucoup de MCP, je sais qu'effectivement ça a l'air d'être très répandu, donc j'ai presque envie de dire que c'est un standard de fait, et qui paye, ouais, surtout, on va revenir là-dessus. Alors, de ma fenêtre, j'ai l'impression qu'on analyse aujourd'hui MCP avec les mêmes biais que ceux qu'on avait quand on analysait il y a longtemps comment faire des API web classiques dans les industries. On s'imaginait que leur valeur résidait surtout dans leur généricité pour viser une réutilisabilité, ce qui était une chimère en anti-pattern. Ah oui, le fait de dire on va avoir une API qui est utilisable par plein de clients différents. Oui, bien sûr. Faire déjà des API utiles pour des besoins spécifiques, mais en utilisant des protocoles standards qui facilitent leur utilisation. Concernant MCP, il me semble que la valeur du MCP réside dans la standardisation de l'interface, IE pour des consommateurs AI-based, et pas dans le niveau de généralité ou de réutilisation du serveur du tool MCP, que des expositions spécifiques via MCP sont triviales et à faire par les équipes. Similarité dans le mode d'interaction. Ouais, je vois un petit peu le truc. Oui, alors c'est vrai que il y a eu, et peut-être que ça a pas aidé ça, effectivement, le fait d'avoir l'espèce de prétention de dire qu'on va faire des API génériques qui sont utilisables par tout un tas de clients, qui est un vœu pieux, hein, on peut le dire comme ça. Je vois, c'est comme les reproches qu'on faisait à l'époque avec REST sur le fait d'avoir cet aspect un peu borné, de dire on veut absolument tout représenter avec du REST, donc toujours avec des ressources, donc get, post, push, patch, delete, etc. Et de transformer en fait avec le principe I2S, que je pousse d'ailleurs côté HTMX, mais c'est pas la question. Mais je peux comprendre qu'effectivement il y a eu un pushback derrière de se dire on veut plutôt du CQRS, donc des commandes query, pour justement dire je veux récupérer des infos, et donc là d'avoir des endpoints, on va dire métiers, qui font pas simplement de dire bah tu vas te débrouiller pour aller chercher la ressource X que tu vas coupler avec la ressource Y et la ressource Z, mais d'avoir directement un endpoint qui dit au niveau métier tu veux la combinaison de X, de Y et de Z. Ouais, je vois un petit peu le truc, un peu comme cette espèce de perversion qui est GraphQL. Alors je sais pas être particulièrement méchant avec GraphQL, mais c'est un peu l'idée derrière. La promesse de GraphQL, c'est on va traiter ça en amont et on va vous exposer des choses qui nous permettent à nous de faire du reste et à vous d'avoir du métier. Ouais, je sais pas, débattable. Mais je comprends l'idée derrière de se dire, au-delà de MCP, ok, on a standardisé l'interface, ça je comprends, mais qu'effectivement, on n'a pas besoin d'en faire quelque chose de généraliste. Ça, je peux comprendre, effectivement. Et d'où le fait d'avoir des agents, on parle maintenant ouais, c'est ça, c'est la partie agentique, c'est le fait d'avoir différents agents qui communiquent tous avec, j'imagine du MCP, mais qui ont tous leur spécificité. Ouais, ok. J'aime bien parce que ça, pour le coup, je pense que ça peut être sujet à débat au niveau des paradigmes, notamment sur la partie agentique. Mais je trouve ça trop récent pour vraiment. Il y a besoin que la poussière retombe. J'ai vu encore passer un tweet qui disait les prompts c'est mort. Et là tu dis super, tous les gens qui étaient prompt engineers, ils ont été remplacés aussi. Bref, approche plugin. L'important c'est le contrat, le reste c'est du détail. Ouais. Donc le contrat, on pourrait dire que c'est le standard sur lequel on se met d'accord. Je préfère à la limite cette approche contractuelle
que standard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le contrat, c'est point à point. Toi et moi, on se met d'accord sur un contrat. Alors que le standard, c'est la table de loi que Moïse y redescend. Donc, qui est Moïse? Qui a écrit sur la table de loi? Tout le monde n'a pas un TC39, par exemple. La similarité n'est pas un nivellement par le bas. Il ne s'agit pas de brider la diversité, mais d'harmoniser là où ça crée de la valeur. Effectivement, on pourrait très mal le prendre, je vois bien l'idée derrière, effectivement. Mais d'harmoniser là où ça crée de la valeur, ça pour moi, ça parle. Alors, on pourrait trouver ça effectivement un peu, pas forcément avec du how-to, mais moi ça me permet de témoigner d'un truc, et je pense que c'est peut-être cette phrase-là qui a fait que je voulais parler de l'article. Oui, 100 fois oui, en fait. C'est ce que je disais avec HTTP. Est-ce que votre projet a vocation à réinventer la manière dont on transmet des informations? Non. Il y a HTTP pour ça. Et HTTP le fait très bien. Donc, le fait de se poser la question, quelle est notre valeur ajoutée dans le projet, la brique, le composant, etc. Et donc, quel est notre contrat, pour revenir sur ce que tu disais, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Un monde totalement uniforme serait horrible, il faut savoir où mettre le curseur. C'est la raison pour laquelle j'ai depuis longtemps arrêté de perdre mon temps à coder, utiliser des logiciels génériques pour privilégier le spécifique métier, mais aussi d'utiliser, de construire, de pouvoir des frameworks, en tout cas ceux qui sont trop fermés. Oui, débattable. Les frameworks sont censés donner les outils pour justement faire du spécifique, dans le sens où le framework s'occupe de la base, un peu comme HTTP qui est un framework, et 8OS qui serait une utilisation métier. Moi, ça peut servir d'argument REST, et des fois tu veux juste des endpoints métier, pas forcément idempotent. Oui, voilà, c'est ce qui défendait en fait sur la partie MCP au-dessus, quoi. L'interface, le HTTP, la requête, etc. est standard. Par contre, ce qu'il y a derrière est spécifique. Et donc, ce qui est derrière, c'est ta valeur ajoutée. Je pense que tout se rejoint. À quelques exceptions près, je préfère de loin pousser la similarité des principes, des protocoles et des outils, version librairie, mais surtout exploiter le pouvoir de la similarité pour l'intégration et les interactions interdomaines. Mériterait un petit peu plus de détails. Ça, je trouve ça effectivement un peu vague, mais oui, j'ai envie de dire soit. Mais quoi qu'il arrive, le pouvoir de la similarité est d'aller chercher, apprécier au cas par cas, en défendant quelle valeur on peut aller chercher grâce à tel. Et donc s'inspirer du modèle Lego. La similarité des briques éléments de Lego, que ce soit dans la dimension, l'empattement, les picots, est ce qui nous permet de les composer à l'infini. Donc oui, effectivement, si HTTP c'est les picots, on fait ce qu'on veut en termes de briques. Ça, il n'y a pas de souci. La standardisation des picots. Mais voilà, donc effectivement, il faut qu'on soit bien clair. Si vous utilisez des Lego avec des Duplo, je pense que ça peut marcher si on force, mais ça va pas tenir. Et donc la conclusion, la similarité inverse un rapport coût-bénéfice imbattable. Il suffit de se mettre d'accord sur quelques éléments, réduit assez facilement la charge cognitive, améliore les efficacités collectives. J'ai jamais vu un seul projet qui faisait du REST. Tous tout en utilisant du 8OS. Oui, effectivement. Et moi, en fait, le problème que j'ai, en fait, je suis à la fois, c'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord. No joke, ça fonctionne, Lego et Duplo? Bah écoute, dont acte. Est-ce que ça tient dans le temps? Je vais faire mon casse-couille. Le problème, en fait, avec les standards, c'est ça. Je veux dire, vous le connaissez, cette XKCD. C'est qu'un standard, c'est ce que je disais, c'est le coût des robinets. Pour revenir là-dessus, le coût des robinets, ça vient tout simplement qu'il y a un régulateur qui a dit vous allez vous mettre d'accord sur un CSTB, si ça s'appelle toujours comme ça, et vous n'allez pas faire suer. Et vous allez suivre le CSTB, et le CSTB, il dit que l'anthrax des robinets, des tuyaux, etc., il est comme ça, que le filetage, il est comme ça, que vous faites pas ce que vous voulez, en fait. Après, vous pouvez le faire chez vous, quand vous êtes proprio, etc., mais quand vous faites faire des travaux par un professionnel, c'est pas la fête du slip, normalement. Des entreprises, un temps soit peu sérieuses, hein. Non, ils sont obligés de suivre les CSTB, sur les appels d'offres, vous êtes obligés de suivre toutes les normes, etc., donc le fait que les tuyaux de robinet, ils sont comme ça, c'est une contrainte, c'est un standard, mais c'est aussi une contrainte qu'on peut trouver comme étant problématique, parce que je sais que si on veut rétrofiter, ne serait-ce que réutiliser les eaux usées, parce que j'entends souvent les gens dire on utilise de l'eau propre dans nos toilettes, c'est complètement débile, on devrait utiliser l'eau de la douche, etc. dans les toilettes. Oui, bien sûr. Sauf que rétrofiter ça dans toutes les installations existantes, c'est une purge. C'est très compliqué. Donc on ne le fait pas. Alors que ça serait une très bonne idée, vous voyez. Le truc, c'est que quand on fait du logiciel, c'est hyper simple en fait de faire exactement ce que je viens de dire, de rediriger un flux pour se dire ça on va le réutiliser de cette manière-là, comme ça nos toilettes elles vont utiliser les eaux usées. En logiciel, c'est très simple. Dans les maisons, c'est très compliqué. Vous voyez où je veux en venir? Le parallèle entre les deux, il tient pas. Il tient pas parce que on vit dans un monde où on peut tout changer, on peut mettre du Rust au milieu du JavaScript ou du Python. Ça c'est le sujet en fait. Donc je comprends en fait l'attrait que ça puisse représenter.
de se dire, et je suis le premier, hein, vous m'entendez souvent dire on ferait bien d'avoir des guildes, etc., histoire de borner les trucs, mais on tomberait très facilement d'une part dans le XKCD, à savoir on se retrouverait avec plein de standards. C'est littéralement le cas dans l'univers Node.js. C'est pas le cas dans l'univers Rust par exemple, mais c'est le cas dans l'univers Node.js. Dommage, mais voilà. Donc, est-ce qu'il faut faire sans les standards ? Non, mais je pense qu'il vaut mieux les voir comme des conventions. Et donc, quand on adhère à une convention, on adhère à un contrat. On va avoir des avantages, des inconvénients, des trucs qu'on doit payer, des trucs qu'on doit suivre. Mais pour moi, il est là le vrai sujet. Et je pense que c'est bien de se poser la question de quelle est notre valeur ajoutée, quel est l'endroit où là on peut faire du spécifique, là où ça a de l'intérêt. Par contre, pour tout le reste, il y a Mastercard. C'est pour ça que j'ai moyennement compris l'histoire des frameworks, parce que les frameworks sont censés justement permettre d'harmoniser des choses. Là, actuellement, je suis sur un projet, on a refait encore un mécanisme d'injection de dépendance. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas un Nest.js, hein ? Braco, je me bats constamment contre les comparaisons avec le monde de la tech. Comparaison n'est pas raison, comparer n'est pas expliqué, argumenté, justifié. Oui, alors bon, après on peut s'en inspirer, tu vois, mais il faut être toujours conscient des limites des comparaisons. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, excellent article. Un grand merci à Thomas Pierrin, donc à Use Case Driven, tu vois, je t'ai dit, et j'espère que je te pingerai. C'est un article qui, effectivement, est peut-être un peu en surface, mais ça m'a permis en tout cas de gloser un petit peu dessus et d'évoquer un petit peu tous ces sujets-là. Donc, c'est toujours un gain. Un grand merci. Et puis, merci à vous. Si vous kiffez, n'hésitez pas, likez, la cloche, tout ça. Rejoignez-moi en stream, un peu plaisir. Voilà.